Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette dernière séance de la journée consacrée à la branche famille de la sécurité sociale et à ses évolutions de 1945 à aujourd'hui, notamment dans deux domaines dont nous allons discuter ce soir. Celui des politiques de soutien à la famille, de leurs évolutions, et celui des politiques de solidarité. Voilà, qui ont fait le cœur de l'actualité récemment, avec la question évidemment, donc, alors que nous célébrons les 80 ans de la sécurité sociale, des continuités et de ruptures, tant du point de vue du projet que des résultats de l'institution. Et nous avons donc le plaisir d'accueillir à la fois une chercheuse, des députés et une représentante du monde associatif qui a notamment souligné, du point de vue des résultats de la protection sociale, une discontinuité assez frappante et paradoxale lorsqu'on s'intéresse à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Donc pour donner quelques exemples de rapports, j'imagine que on aura l'occasion d'en reparler, mais le Secours catholique en 2024 a publié un rapport intitulé « Prestations sociales quand la solidarité s'éloigne », donc revenant notamment faisant le constat de la dégradation d'un niveau de vie des plus pauvres et vraiment d'une dégradation de l'accès aux droits. Complémenté par un autre rapport de ATD Quart Monde qui parlait directement de maltraitance institutionnelle. Et donc je pense que voilà, ces questions, couplées à toutes les innovations en matière aussi d'activation et de contrôle, dont la branche famille a été en quelque sorte, malheureusement, un des terrains d'expérimentation, nous posent les questions, en tout cas, des bilans et des perspectives liées à l'institution. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir pour cette séance Hélène Périvier, économiste, directrice de recherche à l'OFCE et présidente du Conseil de la famille au sein de l'HFSEA, dont vous préciserez l'acronyme. Yannick Monet, député PCF de l'Allier, Henrique Davy, député écologiste des Bouches-du-Rhône, et Henriette Steinberg, secrétaire nationale du Secours populaire français. Et donc, je vous propose de vous donner la parole, en commençant par Hélène Périvier, qui nous quittera rapidement, et avant d'ouvrir évidemment les questions à la salle. Hélène Périvier. Merci beaucoup de l'invitation. Et tout d'abord, je vais commencer par m'excuser parce que je devrais vraiment partir à 17h30, 17h20, j'avais prévenu. Mais je suis vraiment ravie de pouvoir quand même venir échanger avec vous sur les évolutions, les grandes évolutions de la branche famille et de la politique familiale plus globalement, même si on va se concentrer quand même plutôt sur la branche famille. Donc moi, je suis économiste à l'OFCE Sciences Po, et puis je suis aussi présidente du Conseil de la famille, donc au sein du HCFEA, le Haut Conseil à la famille, à l'enfance et à l'âge. Je vous invite à aller voir notre site internet, où il y a beaucoup de rapports multiples et variés que je vais évoquer d'ailleurs dans mon propos. Alors, très rapidement, pour ne pas prendre trop de temps, peut-être ce qu'on peut dire quand on prend un peu de recul sur l'évolution des dépenses de la branche famille, sur les 30 dernières années, on va dire qu'il y a trois grandes évolutions. Une première, c'est l'accent mis davantage sur les services aux familles, notamment le service d'accueil du jeune enfant, qui s'est développé, même si bien sûr on est encore loin du compte et le service public d'accueil du jeune enfant n'est pas encore effectif, mais il y a eu une réorientation des dépenses de la branche famille vers du service. Donc l'universalité, elle se porte plutôt du côté des services. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, quand on regarde les prestations familiales en tant que telles, elles ont été progressivement beaucoup plus orientées vers une forme de sélectivité ou une modulation, puisque vous savez qu'aujourd'hui, les allocations familiales sont modulées selon les ressources des ménages, donc elles n'ont plus tout à fait ce caractère universel qu'elles n'avaient pas de toute façon, puisqu'elles ne sont pas versées au premier enfant, mais néanmoins, vous voyez, on voit qu'il y a une forme de basculement dans les dépenses de la branche famille vers plus de services et des prestations sociales plus ciblées. Donc ça, c'est une première grande tendance que je voulais souligner. La seconde, c'est que les dépenses se sont aussi orientées vers des objectifs un peu différents, et notamment l'objectif d'articulation vie familiale, vie professionnelle.
auquel l'accueil du jeune enfant participe, puisque quand on veut travailler, qu'on est jeune parent, et plus précisément quand on est jeune mère, parce que ce sont les femmes qui s'occupent essentiellement des enfants, et que les inégalités professionnelles sont très ancrées dans l'inégal partage des tâches domestiques et familiales, eh bien, les politiques d'articulation du familial et du professionnel sont un élément extrêmement important de l'égalité femmes-hommes. Et donc, la politique familiale et la branche famille s'est réorientée vers ce type de dispositif. Je reviendrai peut-être un peu dessus, notamment alors, le congé parental avec des effets très ambigus, mais le service d'accueil du jeune enfant qui, lui, évidemment, est clé, sachant qu'en plus, derrière, la France a cet atout majeur qui est l'école préélémentaire, puisque la France est le pays européen qui accueille 100% de ses enfants de 3 à 6 ans. C'est pour une fois qu'on est en tête de nos partenaires européens, et on peut le souligner. Donc c'est vraiment un atout très fort qu'a la France, avec un service public financé par l'impôt large, pas tout à fait gratuit, mais en tout cas très subventionné. Donc ça, c'est une orientation. Le dernier point sur l'orientation, c'est progressivement la prise en compte de configurations familiales qui, il y a 40 ans ou 50 ans, étaient encore marginales et qui aujourd'hui sont très représentées, et en particulier vulnérables, les familles monoparentales. On sait qu'aujourd'hui, les couples se séparent souvent, avec les jeunes enfants aussi, et que ce sont les femmes qui ont le plus souvent la garde principale de l'enfant, et donc elles se retrouvent dans des situations de grande précarité, d'autant plus que lorsqu'elles étaient en couple, il y a eu cet inégal partage et qu'elles étaient moins insérées sur le marché du travail. Et donc, il y a une perte de niveau de vie très importante des femmes au moment de la séparation, y compris quand on prend en compte les transferts privés et publics. Et cette baisse de niveau de vie, elle persiste. Et c'est un élément explicatif des taux de pauvreté des familles. Et les familles monoparentales sont particulièrement affectées par la pauvreté. C'est aussi des enfants qui grandissent dans ces familles, dans des situations qui sont extrêmement, pour certains en tout cas, extrêmement difficiles. Donc ça c'est un peu les orientations. Et donc la façon dont on a pu réorienter les dépenses de la branche famille vers le soutien aux familles monoparentales, et c'est notamment avec le renforcement de l'allocation de soutien familial, l'ASF, avec l'ASF complémentaire, si vous avez des questions, on pourra revenir dessus, et puis l'ASF recouvrable et non recouvrable, et puis son augmentation très substantielle, progressivement, dans les années 2010, puis très récemment en 2022, où elle était augmentée de 50%, ce qui fait qu'aujourd'hui, un parent isolé ne peut pas percevoir moins de 200 € par mois par enfant. Voilà, si jamais la pension est plus faible, eh bien, la solidarité nationale complétera. Et si jamais le parent débiteur ne paye pas, eh bien, les CAF vont verser cette allocation de soutien familial. Donc c'est un élément extrêmement important de soutien aux familles monoparentales. Donc vous voyez, on voit que se sont recomposées ces dernières années quand même une réorientation vers à la fois l'articulation du familial et du professionnel, vers le soutien aux familles monoparentales, avec un balancier un peu différent en matière de services publics et de prestations monétaires ou prestations familiales de l'autre. Donc ça, c'est un peu pour le bilan du passé. Alors quels sont les défis à venir? Ils restent encore très nombreux. Alors moi, j'en identifie 4. Il y a tout d'abord un défi de mettre en œuvre le principe d'égalité femmes-hommes, qui est loin d'être le cas dans notre pays. Donc ça veut dire qu'il faut travailler sur l'inégal partage des tâches. Donc j'ai parlé du congé parental, congé paternité, congé maternité. Alors, le congé maternité aujourd'hui relève de la branche famille dans sa partie post-natale, puisque c'est la branche famille qui l'a récupéré à sa charge récemment. Le congé paternité est à la charge de la branche famille, le congé parental aussi. Simplement, tous ces congés sont un petit peu mal articulés et mériteraient d'être un peu repensés à l'aune d'un objectif qu'on se fixerait, c'est-à-dire permettre aux parents qui le souhaitent de pouvoir s'arrêter un certain temps, combien à déterminer, parce qu'évidemment tout ça est loin d'être, mérite quand même qu'on ait une considération pour les finances publiques. Donc il faut regarder combien est-ce qu'on peut donner, à combien de temps, avec quel taux de remplacement, sous quelles conditions. Donc des négociations étaient engagées sur le congé de naissance. Aujourd'hui, je n'en entends plus trop parler, donc je ne sais pas du tout comment ces évolutions vont se faire, est-ce qu'elles vont se faire. Je voudrais juste rappeler à ce titre que la France n'est pas conforme à la directive européenne au regard des congés parentaux, puisque la directive européenne exige des pays européens d'avoir des congés bien partagés et bien rémunérés. Or, le congé parental en France, c'est 1/3 du SMIC forfaitaire, c'est pas du tout bien rémunéré. Donc on n'est pas du tout conforme à ce que l'Union européenne nous demande de faire. Et donc ce congé de naissance, c'était juste se mettre tout à fait en application avec cette directive.
Par ailleurs, la France est très en retard, hein, je voudrais quand même souligner ce point. Par exemple, en comparaison avec nos partenaires du Sud, je pense notamment à l'Espagne et le Portugal, qui sont extrêmement avancés en matière de congés parentaux. Le congé paternité en Espagne est aussi long que le congé maternité, avec une partie obligatoire substantielle, alors qu'en France, il n'a augmenté que très récemment pour être aujourd'hui à 28 jours, dont seulement 7 obligatoires. Ça pose un certain nombre de problèmes pour des pères qui sont dans des situations précaires ou dans CDD, qui du coup ne prennent pas forcément ce congé parce que voilà, ils envoient pas forcément le bon signal, et puis de toute façon ça continue à avoir, ça ne permet pas de lutter contre l'inégal partage des tâches au sein des couples. Donc ça c'est encore un gros défi à relever. Et qui probablement nécessitera qu'on mette un peu plus d'argent sur la table. Alors la branche famille excédentaire, normalement, on devrait pouvoir financer cet excédent. Le deuxième défi, et je ne les mets pas dans un ordre prioritaire, ils sont tous très importants, c'est l'égalité des enfants. On est très loin du compte en matière d'égalité sociale. J'ai mentionné les enfants qui vivent dans un foyer monoparental, mais aujourd'hui on a 2,7 millions d'enfants pauvres en France. On ne peut pas se satisfaire de cette situation. C'est autant d'enfants qui voient leur possibilité d'émancipation altérée, leur accès à l'école dégradé, parce que quand vous habitez dans un tout petit logement, c'est très difficile pour un enfant de faire ses devoirs correctement. C'est un accès à la culture, c'est un accès aux loisirs. Enfin, c'est tout un ensemble de choses qu'on ne met pas à disposition de l'ensemble des enfants. C'est aussi, pour la grande pauvreté, un accès à l'alimentation saine et équilibrée. Là, je voudrais rappeler un rapport du Conseil de la famille sur la restauration scolaire. On était les premiers depuis 20 ans à faire le point sur les fréquentations de la cantine scolaire en France. Donc c'est quand même une politique publique absolument centrale en matière de lutte contre la pauvreté, notamment, pas seulement, mais notamment. Je vous invite à aller consulter ce rapport dans lequel on a montré que les enfants d'origine sociale défavorisée, toutes choses égales par ailleurs, étaient moins à la cantine scolaire que les autres. Donc tous ces éléments-là, on est encore loin d'avoir relevé ces défis-là, et c'est extrêmement important. Ensuite, l'égalité territoriale. Pourquoi ? Parce que quand on regarde la situation dans les DROM, eh bien, on voit que la politique familiale ne s'y applique pas du tout de la même façon. Et de ce fait, c'est pareil, le Conseil de la famille avait publié plusieurs rapports et on essaye toujours d'avoir cette vision large du territoire pour montrer qu'il y a des inégalités très fortes et des taux de pauvreté beaucoup plus élevés, notamment dans les DROM. Et puis, je l'ai mentionné, il y a un défi qui est autour des reconfigurations familiales. Aujourd'hui, il y a de multiples façons de faire famille et c'est très complexe d'avoir des politiques publiques qui permettent de s'adapter. Les couples ne se marient pas forcément, ils se séparent, ils se remettent en couple, ils ont à nouveau des enfants. Donc il faut qu'on arrive à avoir des politiques publiques qui réussissent à couvrir le coût de l'éducation d'un enfant en tenant compte de cette diversité. C'est très compliqué. Typiquement, l'ASF qui est conjugalisée implique que si la mère isolée se remet en couple avec quelqu'un, elle va perdre son droit à l'ASF. Et il faut qu'on trouve un moyen à la fois de tenir compte de solidarités privées qui existent, on ne peut pas les nier, elles existent, notamment le logement, hein, mais tout en continuant à soutenir des parents qui ont la charge d'un enfant. Et ça, c'est pas simple, j'ai pas les réponses à tout, mais c'est vraiment des défis qui sont très importants. Et puis je vais terminer parce que c'est un sujet qui est très débattu et très mis en avant dans le débat public, qui est celui de la baisse de la natalité, qui est significative depuis 3 ans, on ne peut pas le nier, il y a une baisse du nombre de naissances en France. On a un peu de mal à déterminer les facteurs de cette baisse de la natalité. Alors moi, il me semble que la politique familiale, dans son ensemble, au-delà de la branche famille, son objectif, c'est de permettre aux gens qui souhaitent avoir des enfants de pouvoir les avoir et les élever dans de bonnes conditions. Pour moi, c'est ça l'objectif de la politique familiale. En aucun cas, ça ne peut être d'inciter, d'ailleurs je pense que ça ne marcherait absolument pas, d'inciter les couples et les femmes à avoir des enfants. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a des considérations nouvelles qui émergent dans des pays comme la France, mais aussi dans d'autres pays à haut revenu, qui sont à la fois des considérations féministes de la part de femmes qui ne veulent pas sacrifier leur carrière, leur vie, leur émancipation à la famille, ce qui est parfois demandé, et puis des considérations aussi écologiques qui, chez les jeunes générations, peuvent aussi monter, même si c'est pas ça qui explique l'entièreté de la baisse de la natalité, mais il semblerait que le désir d'enfant soit moins important que ce qu'il n'était. Mais bon, je pense que c'est pas la peine de tirer la sonnette d'alarme. J'ai rappelé tout à l'heure le taux de pauvreté des enfants. Déjà, si on mettait en place des politiques publiques qui permettaient d'accueillir tous les enfants déjà nés, ce serait
déjà formidable. Mais néanmoins, voilà, il faut quand même qu'on soit dans un environnement dans lequel les personnes qui souhaitent avoir des enfants puissent en avoir dans de bonnes conditions, encore une fois. Et donc, il y a certainement aussi des éléments matériels sur lesquels on peut travailler. Je pense notamment, même si encore une fois, c'est pas vraiment, ça ressort pas dans les enquêtes, mais le logement est peut-être un élément clé de la décision d'avoir un enfant ou un deuxième enfant. Et on sait qu'on a en France une crise du logement, puisque le parc de logement ne correspond pas du tout ou très mal aux besoins des ménages, puisque, comme je l'ai dit, du fait des séparations, du fait de plus grand nombre de célibataires, on a besoin de beaucoup de petits logements. Or, dans notre parc, on a beaucoup de grands logements. On a trop de grands logements et pas assez de petits. Et donc, voilà, il y a toute une politique structurelle à mettre en avant. Est-ce que ça explique la baisse de la natalité? Probablement pas, mais c'est multifactoriel. C'était juste pour vous donner un exemple un petit peu précis. Donc, voilà un peu les différents défis, moi, que j'identifie. Je ne sais pas si on en a tous pris, si la mesure en a été prise dans le débat public, mais en tout cas, dans l'avenir de la branche famille et de son l'insertion dans une politique familiale plus large, il me semble que c'est 4 objectifs qu'on doit retenir et qu'on devrait garder comme une boussole pour reconstruire une politique publique qui ait du sens et qui ne soit pas systématiquement rabotée dans des moments de coupes budgétaires qui fait perdre beaucoup de sens à ce que l'on souhaite construire dans notre pays. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce premier élément sur les différents aspects liés aux politiques de soutien aux familles. Comme vous devez partir, est-ce qu'éventuellement, s'il y a des questions de clarification qui viendraient de la salle, ça peut être un moment. Et sinon, bon, si les questions arrivent, on les prendra peut-être alors après la seconde intervention. Donc après la question donc aussi des défis des différentes politiques familiales, donc vous avez mentionné donc, les égalités de genre notamment, mais aussi les égalités territoriales, les questions d'égalité territoriale, se pose la question quelque part de l'élargissement des différentes compétences et du projet attribué à la branche famille. Donc d'abord, évidemment, en 78, avec la prise en charge d'une part d'allocation logement, puis avec l'introduction des minima sociaux, qui sont aussi précisément les domaines dans lesquels on voit une forme de rupture dans quelque part les principes à la fois de solidarité, et ça je vous renvoie aux travaux récents, par exemple, de Sacha Lévy-Bruhl à ce sujet, et qui pose un peu la question, voilà, de à la fois la pertinence, mais quelque part de la capacité à assurer cet élargissement du projet, et avec évidemment quels résultats. Bonjour, je ne sais pas si je répondrai à la question, mais moi je pense qu'il y a une confusion sur la question des politiques familiales. Souvent, je crois qu'on assimile politique familiale à la politique sociale ou à la politique d'aide sociale, ce qui n'est pas du tout la même chose. À l'origine, dans l'ordonnance de 45, du 4 octobre, dont on va fêter l'anniversaire demain, c'était couvrir les charges de maternité et les charges de famille. C'est-à-dire que le principe, c'était pas de compenser un salaire. Le principe, c'était de faire en sorte que quand on avait des enfants, on n'avait pas de perte de pouvoir d'achat quand on n'en avait pas. Et on voit bien que la cible est ratée aujourd'hui. Moi, je vous le dis, à 49 ans et demi, j'ai pas d'enfants. Je m'en sors beaucoup mieux que les gens qui ont 49 ans et demi et qui ont des enfants. Mais c'était ça la politique familiale, c'est qu'aujourd'hui on a une vraie difficulté, c'est qu'on n'a pas de politique familiale structurante. Et il y a eu un glissement, alors certes il y a eu un changement dans les prises en charge, il y a eu un élargissement de fait, d'abord la famille a changé, la conception de la famille a changé, mais du coup on a perdu un peu de vue ce qui était à l'origine, la création de cette branche famille pour la sécurité sociale. Et du coup, on en arrive à des situations, alors certes c'est une branche excédentaire, 2024 c'est 1 milliard, je crois, d'excédent, et un quart de ces dépenses consiste à la réaffecter sur d'autres branches, grosso modo. Enfin, je parle sous votre contrôle parce que vous êtes économiste, mais si on ne dépense pas assez, c'est bien qu'on ne répond pas à un certain nombre de besoins, et on ne répond pas à un besoin de politique familiale dans ce pays. Alors moi je ne rentre pas dans les questions de désir d'enfant, de natalité, tout ça c'est de la liberté individuelle, j'ai pas de... Mais en tout cas, on n'a pas de vraie politique familiale. Et du coup, au fil des années, on a vu que cette branche famille... alors attendez, c'est le syndrome Bérou, je suis désolé, j'ai passé 1 an et demi avec eux, du coup je me mélange dans mes notes. Quand la branche famille a été créée, dans les années 50, au départ, une famille avec 3 enfants, la moitié de ses revenus était constituée de prestations sociales.
Et c'est-à-dire qu'avec la création de la sécurité sociale, on est passé d'un principe de sursalaire, qui était géré par des caisses de compensation, géré par le patronat, à un système universel, un droit universel, visant à garantir les charges de famille. C'était ça les fondements de cette branche famille, de la sécurité sociale. Et aujourd'hui, eh ben, il y a eu certes différentes évolutions, et aujourd'hui, si on reprend les principales dépenses en 75% des dépenses de la CNAF, donc ceux qui dépensent pour la branche famille, ça allait aux familles. 14% au logement, 6% à la solidarité et 5% à l'action sociale, alors que ce qui va aux familles aujourd'hui représente 56%. Et le logement, 21%. Donc, si je vous dis ça, c'est que plus la conception de la famille a changé, plus quelque part on a dévoyé la fonction première de cette branche de cette branche famille, avec en plus un glissement. Alors j'écoutais le débat d'une oreille tout à l'heure. Moi, je fais partie de ceux qui sont très attachés au financement par la cotisation, voilà. Avec un affaiblissement de la cotisation. Et aujourd'hui, on est à 63% de ressources par la cotisation, alors que dans les années 2000, je crois qu'on était à 90%. Donc, structurellement, elle continuera à être excédentaire, mais j'ai envie de dire, tant qu'il n'y aura pas de politique familiale réelle dans ce pays, c'est-à-dire de politique qui disent simplement, d'avoir un enfant, c'est pas un problème d'argent, puisqu'on compense les coûts liés à cet enfant. Et en aucun cas, on vient compenser un manque de salaire pour plein de raisons. Mais aujourd'hui, les prestations sociales sont plutôt versées dans cet état d'esprit-là. Et à mon avis, c'est ça qui pose problème. Donc, élargissement, ça dépend sur quoi, mais je pense qu'on va avoir une discussion les yeux dans les yeux là-dessus, sur l'élargissement. Mais moi, je pense qu'on aurait plutôt intérêt à re-questionner les dispositifs et à voir comment ces dispositifs, on les rend plus opérants et comment on sécurise le fait de fonder une famille et comment on fait en sorte que, eh ben, quand on décide d'avoir des enfants, ça n'a aucun impact sur son budget, quels que soient les enfants. Et d'ailleurs, c'est un vrai problème. Ce qui a été voté, c'était, je crois, sous François Hollande, le fait la conditionnalité aux ressources. C'est-à-dire qu'on a dégagé le côté universel en considérant qu'on se servait de la sécurité sociale pour organiser une redistribution. Ça ne sert pas à ça. Ça ne sert pas à ça, la sécurité sociale. Alors c'est vrai que le principe de dire, bah, quelqu'un qui gagne beaucoup, est-ce normal qu'il touche... Oui, c'est normal. Parce que la politique familiale, si elle est universelle, elle s'applique à tout le monde. Voilà. Et donc, je pense que si le débat sur la branche famille, moi je le mets à ce niveau-là, et je m'arrête, parce qu'il y aura discussion, mais vraiment posons-nous la question aujourd'hui comment se fait-il qu'on est dans une société où ça coûte cher d'avoir des enfants. Ça coûte très cher d'avoir des enfants. Et évidemment, ça coûte cher d'avoir des enfants, et je me tourne vers vous, Henriette Steinberg. Les enquêtes qu'a produit le Secours populaire récemment montrent aussi, là pour le coup du point de vue de la pauvreté, des situations de précarité de plus en plus enracinées. Justement, de votre point de vue aussi, quels en sont d'un côté les ressorts et quelles sont aussi les perspectives que vous pouvez voir à ce sujet. Il ne marche pas le micro, il ne marche pas bien. Le micro marche pas bien. Le micro ne marche pas bien, je pense. Alors vous allez me dire s'il marche ou s'il ne marche pas. Il marche très bien. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, j'écoute avec beaucoup d'intérêt ce qui est dit, mais le Secours populaire, c'est une association de solidarité concrète. Et parmi les éléments majeurs de ce que nous relevons aujourd'hui dans notre pays, c'est le nombre de milliers d'enfants qui dorment dans la rue. Et on peut nous raconter qu'on a fait tout le possible. Pour nous, c'est insupportable. Alors, évidemment, ces familles et ces enfants ne sont pas dans les statistiques. Enfin, ils le sont au moment de la naissance. Mais le suivi derrière. Donc, la question des enfants, pour nous, il y a évidemment cette situation terrible. Et pour ceux qui sont en famille, nombre d'entre eux sont dans des familles dont la maman est le chef de famille. Quand ces enfants rencontrent le Secours populaire parce qu'ils accompagnent leur maman qui vient dans les lieux du Secours populaire pour essayer d'avoir une réponse à des problèmes concrets qu'elle a à résoudre,
en ce qui concerne les besoins de la famille, c'est-à-dire déjà manger, mais aussi s'habiller, mais aussi pouvoir avoir le survêtement dont on a besoin pour l'enfant à l'école, enfin toutes sortes de choses que vous connaissez les uns et les autres. En ce qui concerne le secours populaire, ce que nous faisons, c'est double, enfin on va dire c'est triple. La première, c'est on collecte de l'argent, parce que sans argent, eh ben, on ne peut rien acheter. On peut nous raconter que ça tombe du ciel, nous on sait que non, donc on collecte pour avoir les moyens nécessaires. Ça c'est le point 1. Et on cherche tous les moyens de collecter et de mettre en place des dispositifs qui permettent d'obtenir des ressources. Ceci étant, une fois que cela est vu, ce que nous regardons, c'est comment ça va pour l'enfant à l'école. Comment ça va concrètement? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut manger à la cantine? Est-ce qu'il ne peut pas manger à la cantine? Est-ce que chez lui, quand il demande, quand il y a à manger suffisamment, il en reprend ou il n'en reprend pas parce qu'il veut être sûr que sa maman mange? Ça, c'est ce que nous entendons au Secours populaire. Nous sommes sur 1300 lieux sur le territoire. Et donc, on est absolument sûr que les choses se passent comme cela, puisque nous sommes dans tous les départements sans exception. Comment on prend le sujet? On prend le sujet en parlant. Parce que les personnes elles-mêmes n'en parlent pas. Parce que non seulement elles sont dans des situations impossibles, mais en plus elles ont honte d'en parler. Et pour nous, c'est l'un des éléments terrifiants de cette situation. Parce qu'il faut déjà créer les conditions pour qu'elles osent parler. Et c'est ce qui fait que nous nous efforçons d'avoir des structures de l'association, y compris là où il n'y a pas de lieu physique, en utilisant des camions qui circulent sur le territoire et qui permettent de rencontrer les personnes là où il n'y a plus de service public. À cet égard, il me semble que cet aspect est vraiment très très silencieux dans le pays. La disparition des services publics, le fait de concéder ceci ou cela à des structures qui se prétendent associatives et qui disent qu'elles vont s'en occuper à la place de ce qu'était un centre communal d'action sociale. La fermeture des lieux d'accueil. Tous ces éléments-là font que la situation dans notre pays est une situation qui se dégrade pour les enfants dont les parents sont en difficulté, mais l'idée selon laquelle ça ne va pas toucher ceux dont les parents ne sont pas en difficulté. Du fait que l'école est dans notre pays ce qu'on peut appeler une école démocratique, c'est que dans les classes, il y a des enfants dont les familles ne sont pas dans les mêmes situations. Et ces enfants parlent. Et nous les entendons. C'est ce qui fait d'ailleurs que nous avons organisé ce dont vous avez peut-être vu quelques images à la télévision, de ce qu'on a appelé la fête de ouf. Qui étaient ces gamins? Ces gamins, c'était des gamins dans cette situation, et ceux qui les accompagnaient, une partie d'entre eux, c'était les animateurs des centres de loisirs qui avaient eu ces gamins tout l'été et qui, évidemment, au 15 août, savaient que les enfants ne seraient pas partis. Pourquoi je le dis? Parce que derrière les chiffres qui donnent quelquefois bonne conscience, oui, on sait, on voit rarement le regard des enfants, on ne les entend pas. Ceux qui sont dans la rue, on ne les voit pas. Si rien que cet aspect pouvait faire se lever un courant de solidarité pour ne pas accepter que des enfants dorment dans la rue, les uns et les autres, nous avons capacité de le faire. Je peux évidemment vous donner des chiffres. Je peux évidemment vous dire qu'on a passé le 19e baromètre de la pauvreté dans notre pays, sondage Ipsos, les mêmes questions, les mêmes questionneurs, et que entre les sondages des années précédentes et celui-ci, la situation dans notre pays ne s'est aucunement améliorée. Mais ai-je vraiment besoin de vous le dire? Vous le savez comme moi. Ce que peut-être vous pouvez aussi faire, c'est trouver d'autres autour de vous qui ne se satisfont pas de ce que nous vivons aujourd'hui et qui regardent leur prochain et qui n'acceptent pas de détourner le regard quand il y a des enfants dans la rue.
Est-ce que je peux vous laisser réagir sur ces propos et éventuellement aussi revenir sur les sujets donc, de logement et d'aide à l'enfance dont vous aviez discuté? Merci et merci pour ces mots. Enfin, je pense que c'est extrêmement important parce qu'on a un peu l'impression, effectivement, quand on parle de la branche famille, en théorie, etc., on occulte les réalités concrètes et la réalité de ceux qui sont les plus démunis, et notamment ceux qui dorment à la rue. Et alors, justement, moi je voulais ouvrir un peu mon propos par les mots de Ambroise Croizat à l'Assemblée nationale le 8 août 1946. Et il dit une chose assez simple. Il dit « Le problème qui se pose aujourd'hui aux hommes qui veulent apporter une solution durable au problème social est de faire disparaître cette insécurité. Il est de garantir à tous les éléments de la population qu'en toutes circonstances, ils jouiront de revenus suffisants pour assurer leur subsistance familiale. » C'est beau. C'est ainsi seulement en libérant les travailleurs de l'obsession permanente de la misère qu'on permettra à tous les hommes et à toutes les femmes de développer pleinement leurs possibilités et leur personnalité. Je voulais vous rappeler ces mots, et c'est très bien que ça arrive après votre intervention, parce que je voudrais rappeler que l'objectif de la sécurité sociale, c'est avant tout l'émancipation de toutes et tous. C'est ça l'objectif. Et que pour qu'on arrive à l'émancipation de toutes et tous, il faut en finir avec les insécurités. Et je crois que pour essayer de savoir qu'est-ce qu'on va faire de la branche famille, il faut partir de la situation de ces insécurités et voir où on en est là aujourd'hui. Et concrètement, la première insécurité, c'est évidemment l'accès au logement. C'est la première, et j'en parlerai juste après. Ensuite, il y a la question de la sécurité alimentaire. J'en dirai un mot à la fin, parce que c'est aussi important. Il y a l'accès à l'éducation et l'accueil de la petite enfance. On pourrait les lister. Mais c'est ça, à mon avis, qui est central. C'est ces 4 insécurités. Alors, je vais commencer par le logement, effectivement. Parce que si on n'a pas de toit, tout le reste, c'est pas possible. Donc, le logement, c'est 350 000 personnes qui sont sans domicile. Bon, vous connaissez ces chiffres. Mais on oublie quand même que ça a doublé depuis 2012. Ça a doublé depuis 2012. On est dans un pays qui s'enrichit. Je vous rappelle quand même qu'on a le palmarès des milliardaires européens. Et on a un doublement des sans-abri en France. Ça, c'est le premier chiffre. Mais il y a un autre chiffre que donne la Fondation Abbé Pierre, et qui est que 30% ont eu froid dans leur logement en 2024. C'est l'insécurité énergétique. Mais il n'y en avait que 14% en 2020. Pareil, on a doublé l'insécurité énergétique dans ce pays depuis que... Alors, c'est pas depuis exactement, mais avec Macron et en 4 ans. Non, c'est pas depuis parce qu'il s'est dit depuis plus longtemps que ça. Alors, quelles sont les raisons du mal-logement? Moi, la première raison du mal-logement, c'est le manque de logement social. C'est le manque de logement social. Et donc, il y a 2,7 millions de ménages qui sont en attente de logement social. Alors, je vais vous abreuver moi de chiffres. J'aime bien quand même les chiffres parce que ça vous permet de donner les éléments. On a construit 82 000 HLM en 2023. 82 000. Contre 124 000 en 2016 et 556 000 en 1973. Hein? Ça donne le vertige quand même. Quand on sait qu'il y a 2,7 millions qui sont en tête de logement social. Ensuite, sur le parc privé. Parce que maintenant, on favorise finalement le parc privé en faisant ça. Et on favorise la spéculation immobilière. On en discutera dans le débat. Et c'est dans la question de la branche famille, hein, parce que c'est alimenté, cette spéculation immobilière, par les aides au logement, en fait. Bon, donc on y reviendra. Et le parc privé, lui, est confisqué et en mauvais état. Confisqué parce que, je répète tout le temps ce chiffre à l'Assemblée nationale, 3% et demi des propriétaires possèdent 50% des logements loués. Alors quand on vous dit que quand on s'attaque aux propriétaires, le petit propriétaire, et ça, c'est comme le petit commerçant avec Leclerc et Carrefour. C'est la même histoire. Il y a quand même 50% des logements qui sont la propriété de quelques multipropriétaires richissimes. Et c'est très difficile d'ailleurs de savoir la rente immobilière où ils en sont. Ensuite, il y a 10% des logements qui sont vacants, quand même, et 13% des logements qui entrent dans le champ de l'habitat indigne, selon le ministre. Donc, on a un échec de notre modèle social, et un échec de la sécurité sociale et de la branche de la sécurité sociale qui gère ça. Puisqu'on a quand même 15,6 milliards d'allocations, qui correspondent à 15,6 milliards de cotisations des salariés. Bon, pas que, puisqu'il y a aussi l'impôt on en a discuté tout à l'heure, voilà, la CSG, etc. Mais c'est quand même 15,6 milliards qui vont à une politique du logement qui aboutit à cet échec massif. Donc je crois qu'il faut quand même qu'on pose le problème. Et je trouve qu'on ne le pose pas assez de manière frontale. Bon. Alors, quelques propositions. D'abord, il faudrait construire 200 000 logements sociaux par an. Mais moi, je rajoute toujours, donc 80 à loyer très modéré,
Parce que sinon, on construit du logement social essentiellement pour les classes moyennes, parce que c'est un aspect qu'on discutera. Mais les promoteurs immobiliers ont tendance à dire qu'il faut plutôt mailler, enfin vous connaissez cette histoire, parce que c'est plus rentable pour eux. Bon. Alors 200 000 logements sociaux, c'est ce que demande le NFP, c'est dans le programme du NFP, là je vais pas très loin, hein, c'est un truc qui... Voilà. La CGT demande 400 000, mais je vous rappelle toujours qu'il y a 2,7 millions qui sont en attente. Donc avec 200 000 constructions de logements sociaux supplémentaires, on met 10 ans à résorber les besoins. C'est déjà pas terrible. Bon. Alors ensuite, il y a deux autres propositions qui sont assez faciles, l'encadrement des loyers et réquisition des logements vacants. Et puis qu'est-ce qu'on en fait? On ne le réquisitionne pas pour exproprier le propriétaire. Hein. Non, on le réquisitionne et on le loue sous forme de loyer modéré. Et le propriétaire, il a une rente. Quand c'est vacant, en plus, il est gagnant. Enfin, en fait, c'est un peu... Enfin, bref. Et puis garantie universelle des loyers. Tout ça, c'est dans le programme de la gauche, c'est pas très radical. On peut le faire si on arrive au pouvoir dans un an. Voilà, c'est dans le programme. Bon, moi je propose aussi autre chose, c'est qu'il faut réfléchir à l'ensemble des allocations, et notamment des allocations au logement. Donc en réfléchissant à cette journée et à cette discussion qu'on avait aujourd'hui, je me dis il nous faudrait une allocation universelle, versée aux locataires, indexée sur l'inflation, mais aussi indexée au niveau du territoire sur l'indice de référence des loyers. Et moi, à mon avis, c'est important aussi. Parce que c'est pas la même chose d'essayer de trouver un logement à Paris et à Limoges. Et c'est pas, donc là, il y a quelque chose d'important à faire là-dessus. Et enfin, il faudrait qu'elle soit universelle. Moi, je pense qu'il faut revenir à l'universalité. J'y reviendrai en conclusion. Mais évidemment, il faut prendre en compte la revenu des locataires. C'est pas la même chose si un locataire, il a 5 000 euros ou il a 1 000 euros. Ça, c'est évident. Bon. Donc ça, c'est pour la partie logement. Maintenant, j'ai appliqué la même logique sur la partie petite enfance. En gros, on a énormément de femmes qui souhaitent avoir des enfants qui y renoncent pour des raisons financières et sociales, et on a énormément d'enfants qui grandissent dans l'extrême pauvreté. Donc c'est deux faits majeurs. Et quand on regarde les modes de garde avant 3 ans, hein, je vais m'arrêter à 3 ans, mais on a 60% des enfants qui sont gardés par la famille, c'est encore ça aujourd'hui, c'est aussi un échec de la politique familiale. Et dans les 60%, il y en a 20% qui sont contraints, faute d'offres. Et puis ça pose des questions sur la branche retraite après, vous l'avez bien compris avec le débat tout à l'heure. Parce que si vous êtes contraint de vous arrêter pour élever les enfants, après vous avez des retraites qui sont pas au niveau et vous avez une grande pauvreté des retraités et notamment des femmes. Donc tout ça est lié. Alors ensuite il reste ceux qui vont en collectivité ou qui ont une assistante maternelle. 20% assistante maternelle, 20% en collectivité. Et sur la collectivité, il y a un tiers qui est dans le privé. Mais surtout, depuis 10 ans, les 80% des nouvelles places ouvertes sont ouvertes dans le privé. Donc on a une explosion du privé. Donc pour l'instant, c'est qu'un tiers, mais c'est une explosion du privé. Et la sécurité sociale dépense cette fois-ci 24,4 milliards d'euros pour la petite enfance. Mais dans un système qui alimente, d'un côté, un emploi extrêmement précaire, les nounous, avec des petites boîtes là, qui font qui gardent, je sais pas quoi là, comment c'est, qui nous gardent. Hein. Nous, c'est pas ça, c'est à Marseille, il y en a d'autres, mais bon, bref. Des boîtes quand même qui sont assez douteuses avec une très grande précarité des assistantes maternelles, c'est assez coûteux parce qu'en fait faire garder des enfants, 2-3 enfants par à chaque fois une assistante maternelle, pour la société c'est coûteux, désolé, c'est quand même moins coûteux d'en garder 20 ou 10 à la fois, hein, globalement. Oui, non, mais d'un point de vue rationnel, enfin, le capitalisme est soi-disant rationnel. Et... C'est pas une personne adulte pour l'enfant. Non, non. Ils sont petits. Et globalement, j'ai mes enfants qui étaient en crèche, globalement, il y a plus de personnel, enfin, le ratio est pas le même. Vous pouvez pas me le confirmer. Non, le ratio est pas le même. À Marseille. Ouais. Non, mais la nounou qui vient de garder chez vous, quand c'est le cas, alors des fois elles sont à domicile, elles en gardent plusieurs, mais des fois c'est elle garde un enfant quand même. Hein. Non, ça c'est la garde à domicile, Oui. mais les assistantes maternelles c'est encore autre chose. Oui. Bon, mais c'est pas. Moi, je pense que c'est pas un système extrêmement. Et puis en plus, je pense que c'est vachement mieux quand c'est collectif. Voilà. Enfin bref. Donc c'est pas vraiment les assistantes maternelles, c'est pas la solution, je crois vraiment émancipatrice, etc. Et deuxièmement, on a les profits des crèches privées. Enfin, on a Babylou, etc. C'est-à-dire qu'on a un système. Moi, justement, on n'a pas de place en crèche publique. Moi, je vous parle de mon cas privé avec mes enfants en crèche micro-crèche privée. Où, heureusement, une des assistantes maternelles a été lanceuse d'alerte. Elle nous a dit qu'il y avait des problèmes de sécurité, des problèmes de violence, etc. Bon, finalement, tous les parents ont sorti les enfants de la micro-crèche privée, mais ces scandales-là, ils sont à répétition dans le privé. C'est un système, et à la fin, en plus, on a 4 grands groupes
qui se font un max de bénéfices et qui rachètent les petites structures les unes après les autres. Donc voilà le système dans lequel on est. Donc moi je pense que là il y a quelque chose qui est relativement simple, c'est dans le projet de la CGT à la sécurité à 100%, c'est qu'il faut progressivement un réseau de crèches publiques géré par la sécurité sociale. Voilà. Donc c'est à mettre en débat, pour l'instant c'est une compétence municipale, on peut voir le dialogue entre la municipalité et la sécurité sociale pour gérer ça, mais il faut aller vers ça. Enfin c'est ça ce qui serait relativement moderne et émancipateur. Juste pour pas être trop long, quelques autres points à mon avis qui sont importants que vous ayez en tête. D'abord, il y a l'accès des étrangers aux droits fondamentaux. On a un souci en ce moment. C'est-à-dire qu'avant, quand une personne était à la rue avec des enfants, qu'elle soit étrangère, avec des papiers ou sans papiers, on la mettait en protection. Aujourd'hui, ils restent dehors. C'est les ordonnances Darmanin, c'est catastrophique. On a une conditionnalité de la résidence aussi. Enfin, on a les étrangers, c'est vraiment une catastrophe en France, et ça va être de mal en pis, et donc il faut qu'on ait un regard là-dessus. Autre enjeu majeur, les familles ont changé, je vais pas être trop long parce que ça a été dit, 23% de familles monoparentales, 20% qui vivent avec leur mère dans les 23%, et en fait, c'est des familles qui ont vraiment des besoins, ça c'était bien dit tout à l'heure, c'est vraiment qu'il faut travailler là-dessus. Mais il y a un sujet féministe qui monte et qu'il faut se poser, c'est qu'on a une dépendance financière des femmes qui alimente à la fois le patriarcat et favorise les violences conjugales, hein, ça c'est assez clair et assez net, quand les prestations dépendent. Voilà, donc il y a la question de la conjugalisation et la déconjugalisation de certains droits, et ça c'est un sujet majeur aussi. Enfin, il y a deux autres sources d'insécurité sur lesquelles je voulais ouvrir le débat. Le premier, c'est l'alimentation. Donc il y a la question de la sécurité sociale de l'alimentation, qui est en gros l'idée qu'il y a 16% des Français qui ne mangent pas à leur faim, et donc il faut trouver des systèmes à la fois pour rémunérer bien les paysans, et puis pour garantir une alimentation saine aux gens. C'est pour l'instant on n'est qu'à des expérimentations de SSA. Bon, l'idée c'est qu'on conventionne avec des agriculteurs, qu'il y a une population qui participe à ça et qui cotise. Certains finalement cotisent très peu et reçoivent le même panier, et certains cotisent beaucoup plus et reçoivent le même panier. Vous connaissez ce genre de... Alors c'est pas le panier, des fois c'est des chèques, voilà. Bon. C'est un système qu'il faut essayer de poursuivre et de continuer à élargir. Autre élargissement auquel moi je suis favorable, et je finis là-dessus, c'est sur l'accès à l'éducation, et notamment, moi j'y suis très attentif sur l'enseignement supérieur. On a un problème d'accès des classes populaires à l'enseignement supérieur, et Parcoursup est catastrophique pour ça. Et donc il y a quelque chose qui est évident, il faudrait rendre gratuit les crous, comme rendre gratuit les écoles dans les classes, rendre gratuit aussi les frais de l'université, mais il y a la question de l'allocation d'autonomie. Moi je pense qu'il est important des étudiants, et moi je propose, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout consensus, mais que cette allocation d'autonomie rentre dans la branche famille et soit soumis à cotisation, et que ce soit les cotisations qui payent l'allocation d'autonomie des étudiants et pas l'impôt, etc. C'est pas la même logique, et je crois que comme on le fait pour la retraite, on pourrait le faire pour les jeunes en formation. En fait, il y a une forme de logique. Je voudrais ouvrir le débat avec vous là-dessus. Voilà, juste la sécurité sociale, elle peut pas tout. Pour la grande pauvreté, c'est notamment, ça a été dit. Et je crois que la question des salaires et de l'augmentation des salaires, c'est l'autre aspect majeur. Si on veut lutter contre la pauvreté, il faut augmenter les salaires et les allocations. Je rappellerai qu'en 1981, les allocations familiales avaient été augmentées de 25% et celles du logement de 50%. Donc on peut augmenter, voilà, c'est une question, et ça a été dit précédemment, de rapport entre le travail et le capital et de redistribution des richesses. Voilà. Merci beaucoup. Hélène Périvier, peut-être une réaction avant que vous partiez sur ces analyses et ces propositions. Il y a des questions, moi je sais pas, sinon je peux réagir. Voilà, je ne peux pas réagir sur tout parce qu'il y avait énormément de choses qui ont été dites. Hein, donc, juste peut-être sur la question des jeunes, pour dire que le Conseil de la famille travaille actuellement sur un rapport justement pour essayer de comprendre le moment où l'autonomisation des jeunes et dans quelle mesure et dans quel contexte on doit tenir compte des revenus des parents, par exemple, parce qu'on a plusieurs façons d'organiser ce passage de l'autonomie aux jeunes. On peut le faire en soutenant les parents qui soutiennent leurs jeunes, on peut le faire en soutenant directement le jeune si on le souhaite. C'est pas aussi simple parce qu'on a un système socio-fiscal qui est d'une très grande complexité. Et en fait, quand vous déstabilisez une partie de ce système, vous avez des effets potentiellement contre-intuitifs et anti-redistributifs qui sont pas maîtrisables. Sans vouloir être... ça mérite qu'on puisse instruire très en amont, enfin très profondément, les réformes qui sont proposées pour qu'on voit bien qui va perdre, qui va gagner et de combien.
parce que c'est pas du tout évident en fait. Typiquement, si vous prenez le cas d'un jeune qui va faire des études, bon d'abord on sait que la plupart des jeunes qui font des études ont des parents qui sont plutôt de CSP+, donc déjà avoir un système d'éducation à ce stade, en tout cas une université quasi gratuite, c'est une forme de redistribution vers les enfants de ménages aisés, puisque c'est financé par l'impôt, donc d'une certaine façon, on pourrait dire le SMICAR paye en partie les études des enfants du cadre supérieur. Je caricature évidemment, c'est juste pour montrer que les effets redistributifs sont très complexes. Donc, on a un système de bourse. Moi, il me semble que le système de bourse est très insatisfaisant. D'ailleurs, il y avait une réforme des bourses d'études qui devait être faite, qui mériterait d'être mise en œuvre. Il y a des effets de seuil très importants. C'est des choses qui sont très dommageables. Vous êtes en dessous, au-dessus du seuil, vous ne percevez pas, vous n'avez pas de statut. Il y a tout un ensemble de droits en cascade que vous perdez. Donc ça, c'est des questions importantes. Il y a des anomalies, bien sûr. On voit bien que les parents peuvent continuer à avoir la part fiscale de l'enfant qui fait des études et cet enfant bénéficie des allocations logement. Tout ça, c'est des choses qu'il faut bien sûr mettre sur la table. Moi, je pense que je n'ai pas la réponse à tous ces éléments-là, mais ce sont des mécanismes extrêmement complexes. Il faut qu'on réfléchisse et qu'on voit quel modèle on veut porter. Le modèle nordique, c'est le jeune est autonome très vite, mais ses parents l'aident pas. Et la société dans les pays nordiques, les parents n'aident plus leur enfant. Effectivement, aujourd'hui en France, c'est pas vrai. Les parents, ils aident leurs enfants, et on va pas nier que des parents qui ont les moyens vont continuer d'aider leurs enfants. Est-ce qu'on veut prendre en compte ça, ou est-ce qu'on ne veut plus prendre en compte ça? Ça, c'est à mettre dans le débat et construire des politiques publiques qui soient cohérentes à travers ça. Un mot sur l'accueil du jeune enfant. Alors moi, je vais pas du tout en votre sens. Je pense que les assistantes maternelles, c'est aujourd'hui un mode d'accueil extrêmement important qui mérite d'être professionnalisé. On mérite de créer. Il faut créer des carrières qui soient attractives, donc qui soient mobiles, qu'on puisse passer. On n'a pas forcément envie d'être assistante maternelle toute sa vie, donc il faut qu'on puisse permettre aux gens de changer d'environnement professionnel. Mais sans les assistantes maternelles, on va avoir un énorme problème. On ne peut pas faire des crèches partout non plus, c'est pas possible sur tout le territoire. Donc il faut qu'on trouve un moyen. Il me semble que c'est par l'école préélémentaire qu'on peut travailler. En tirant l'école préélémentaire, je voudrais juste rappeler que dans les années 2000, un tiers des enfants de 2-3 ans étaient scolarisés. Aujourd'hui, c'est 10%. Donc on pourrait commencer déjà par et profiter de la baisse de la natalité pour pouvoir s'appuyer sur les écoles préélémentaires qui sont bien diffusées sur le territoire, qui sont payées par l'impôt, qui est un vrai service public, pas totalement gratuit, parce que j'ai rappelé, il y a le périscolaire et la cantine, mais évidemment, c'est quand même quelque chose qui est plébiscité par les parents, voilà. Donc on pourrait tirer cette scolarisation des 2-3 ans et l'étendre davantage, dans des conditions bien sûr adaptées à des enfants beaucoup plus jeunes. Là, je renvoie au Conseil de l'enfance, et Sylviane Jean-Pinot, qui a beaucoup travaillé sur un accueil de qualité, parce que c'est très important. Et ensuite, être un peu plus souple sur le mode d'accueil pour les entre 6 mois et parce qu'il y a quand même les congés paternité-maternité, mais entre les 6 mois et les 2 ans, trouver un mode d'accueil qui convienne aux parents et qui soit aussi viable sur le territoire. Les assistantes maternelles sont un élément, en tout cas à ce stade, qui est très important. Sur le développement du secteur privé lucratif, dans le secteur de la petite enfance, et d'ailleurs comme dans l'enseignement supérieur, je suis assez d'accord, c'est une vraie dérive, c'est un vrai problème. On a ouvert cette boîte, c'est extrêmement difficile de la refermer, on n'en maîtrise absolument pas les effets. Il y a effectivement des questions de qualité, parce qu'on ne peut pas très facilement, disons, avec les fonds publics que l'on donne à ce secteur privé lucratif, il faudrait pouvoir opposer une norme qualité extrêmement précise. C'est quoi la qualité de l'accueil d'un jeune enfant? C'est très compliqué, parce que c'est pas seulement qu'il mange, qu'il y ait de la sécurité soit assurée, c'est aussi avoir un personnel stable, bien formé, content d'être là, des conditions de travail qui soient acceptables pour les personnes qui travaillent dans ces secteurs-là. C'est tout un ensemble de choses. Alors l'IGAS a travaillé sur un référentiel qui est un peu l'usine à gaz pour essayer justement d'avoir une norme de qualité qui permette d'être opposable. Mais c'est vrai que sans ça, moi je ne sais pas comment on peut garantir la qualité de l'accueil alors même qu'on a un secteur privé lucratif qui se développe. Il faut faire très attention parce qu'il se développe vraiment de façon massive dans l'enseignement supérieur avec des droits de scolarité qui explosent et moi je suis beaucoup plus inquiète de ça parce que là, comment on va faire? On va pas faire des bourses scolaires pour financer des groupes privés qui mettent des droits de scolarité qui n'en finissent plus. Donc là, il va falloir quand même qu'on trouve une solution. Heureusement, et c'est pas le cas des pays nordiques, nous n'avons pas de privé lucratif dans le secondaire, mais je voudrais quand même qu'on prête attention à ça, parce que les pays nordiques l'ont ouvert, cette boîte de Pandore, et je peux vous dire que c'est pareil, c'est évidemment créateur d'inégalités,
et c'est un puissant frein pour les finances publiques. Donc il faut qu'on arrive à remettre tout ça sur la table, avec des engagements qui ont été pris. C'est pas facile de revenir en arrière, hein. Comment on fait? On va pas racheter toutes les places en crèche, je ne sais pas comment on ferait pour revenir sur le secteur privé lucratif. À minima, il est extrêmement important de l'encadrer davantage, d'avoir davantage de transparence dans les comptes de ces groupes pour comprendre comment l'argent public est utilisé et d'avoir à minima des coûts et un reste à charge pour les parents qui soit le même, ce qui n'est pas le cas pour les micro-crèches, puisque comme vous l'avez dit, elles peuvent appliquer un tarif qui n'est pas le tarif PSU des crèches, des grosses crèches. Donc il y a des alignements et des réglementations qu'on peut mettre en place pour corriger ça. Mais voilà, on a pris une voie qui me semble aussi potentiellement pas la bonne, en tout cas. Je pense qu'on aurait pu faire autrement. Voilà, c'est juste pour réagir à 2-3 choses. Mais... Moi, j'avais une question, justement, à vous. Pardon, juste une minute. Est-ce que vous pouvez nous dire où ça en est, l'histoire du service public de la petite enfance? Peut-être poser ma question avant, parce que comme vous devez partir, c'est le débat qui a été ouvert par Yannick Monet, et vous avez utilisé un terme qui m'est cher, qui est l'approche socio-fiscale. Dans ce que dit Yannick Monet, en fait, les prestations familiales, c'est la Sécu, et le système fiscal, c'est autre chose. Pourquoi on a fait la modulation? C'est moi qui l'ai mise en œuvre quand j'étais directeur de la CTAF. Donc pourquoi on a fait cette modulation? Le conseil d'administration était totalement contre. Pourquoi on l'a faite? Parce qu'effectivement, il y avait ce qu'on appelait la courbe en U des prestations familiales, et que les ménages les plus aisés bénéficiaient à la fois des allocations familiales au taux plein, et en même temps d'un quotient familial qui intervient dès le premier enfant, alors que les allocations familiales n'interviennent qu'au deuxième enfant. Et vous avez utilisé le terme socio-fiscal. Je pense que c'est difficile d'imaginer la branche famille, c'est-à-dire y compris dans le terme de la sécurité sociale, sans avoir une approche qui intègre cette dimension socio-fiscale, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a vu sur les travaux sur le revenu universel d'activité qui avait été mené. Et voilà, je voulais avoir un peu votre avis sur ce sujet avant que vous partiez, pour prolonger peut-être avec Yannick Monet quand vous serez parti. Oui, merci beaucoup. Sur le service public d'accueil du jeune enfant, à ce stade, on bute beaucoup sur le déploiement du fait du manque d'attractivité du métier. C'est-à-dire qu'on a du mal à recruter. C'est quand même très étonnant parce que, en tout cas du secteur privé lucratif, moi je suis économiste, quand on a du mal à recruter, les salaires augmentent. Moi je ne vois pas les salaires augmenter, donc c'est des éléments qui sont très, très surprenants. Non, il y a quand même un vrai problème de formation en amont des gens. Et donc là, il faut qu'on reconstruise un secteur, tout un secteur, pour le rendre attractif. Encore une fois, je pense que les carrières doivent être mobiles. C'est très difficile de s'occuper des jeunes enfants. On ne peut pas faire ça toute sa vie. De la même façon que je pense que c'est très difficile d'être professeur des écoles toute sa vie. C'est très dur. Des jeunes enfants, ça demande beaucoup d'énergie. Donc je pense que c'est un peu là-dessus qu'il faut réfléchir. Donc là, on bute un peu sur cette contrainte très forte du recrutement. Le système socio-fiscal, c'est très important parce qu'effectivement, il faut avoir une forme de cohérence. Aujourd'hui, la politique familiale est beaucoup pensée dans des moments, où il faut faire des économies. Et du coup, d'abord, ça appelle à un grand conservatisme parce que vous avez figé des positions complètement figées, alors qu'on pourrait vouloir réallouer des sommes de la branche famille. On pourrait très bien se dire, c'est à discuter. Je ne dis pas, voilà, c'est dans le débat public, ce serait tout à fait logique qu'on se dise, est-ce qu'on souhaite avoir des allocations familiales qui ne tiennent pas compte des revenus des parents? Est-ce qu'on veut le principe d'équité horizontale comme monsieur l'a défendu, ou plutôt un principe d'équité verticale qui doit prévaloir et que mettre l'accent sur les services publics? Tout ça, ça doit être dans le débat public, mais ça l'est jamais, parce qu'à chaque fois qu'on discute de la politique familiale, c'est pour dire, oh, on va supprimer les majorations pour âge des allocations familiales, parce que ça nous rapportera 1,6 milliard. Enfin, vous voyez, c'est des choses. C'est pas comme ça qu'on peut penser une politique publique dans sa cohérence. Et puis, il y a une grosse partie de la politique familiale qui passe par le système fiscal, le quotient familial, le quotient conjugal, dont on ne parle jamais, qui est quand même un élément absolument, qui date des années 50 quand même, qui est quand même extrêmement régressif, qui est anti-redistributif, qui ne promeut pas l'activité des femmes, et qui n'est pas du tout maîtrisé. Genre, si on avait un quotient conjugal plafonné comme le quotient familial, on aurait 3 milliards de recettes fiscales sur l'impôt sur le revenu supplémentaire, et ce serait le dernier décile qui serait mis à contribution. C'est juste pour dire dans le débat, c'est quand même des éléments qui sont très rarement mis dans le débat public, ce qui montre une forme de conservatisme en France sur
Comment on envisage la famille? C'est un couple hétérosexuel, marié, et dont on espère qu'il aura plein d'enfants. Aujourd'hui, les gens, ils se marient pas forcément. C'est pas, ils ont pas forcément plein d'enfants, ils se séparent, ils se remarient. Donc, il faut qu'on arrive à avoir des politiques publiques qui prennent en compte ça et revenir. On ne pourra pas créer des droits nouveaux, des droits progressifs nouveaux, si on ne revient pas sur des droits très conservateurs. Ça, pour le coup, les finances publiques ne peuvent pas l'assumer. Donc, il va falloir remettre sur la table des choses sur lesquelles on veut bien revenir pour financer, je ne sais pas, un accueil public, un vrai service public d'accueil du jeune enfant, un congé parental de naissance bien rémunéré, bien partagé. Tout ça, on ne pourra pas le financer. Ça, plus de quotient conjugal, ça, c'est pas possible. Donc, il faut redonner de la cohérence, et cette cohérence, elle passe par cette articulation entre le système social et le système fiscal. Et il faut dans le débat citoyen, qu'on se mette d'accord sur les objectifs qui sont à atteindre. Et bien après, il faut trouver la façon dont on peut réformer nos politiques publiques pour qu'elles soient à la fois efficaces et qu'elles atteignent l'objectif qu'on souhaite qu'elles atteignent. Et aujourd'hui, encore une fois, je terminerai là-dessus, je pense qu'en matière de politique familiale, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une boussole qui nous dit voilà vers quoi on veut aller et voilà comment on veut réorienter nos politiques publiques. Voilà, encore une fois, toutes mes excuses d'avoir à vous quitter, mais je ne doute pas que les débats vont être très riches. Merci beaucoup, Hélène Terrivier. Je vois qu'il y a une question. Merci de me donner la parole. Je suis Michel Limousin. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit sur la politique du logement social qui devrait être financée par les caisses d'allocation familiale. C'est de la responsabilité de l'État. Et là, on vient d'avoir des chiffres donnés par le professeur tout à l'heure sur l'action dans le logement social des caisses d'allocation familiale. On a 3 phénomènes qui se conjuguent. 1, les caisses d'allocation familiale ont diminué leurs dépenses, 1 milliard d'économies. 2, on a introduit une distribution des aides aux familles en fonction des revenus. Donc, une partie de la population a vu baisser ses allocations familiales. Et 3, le logement social, les dépenses de logement social ont augmenté. Et on nous dit que la situation aujourd'hui, elle est pire qu'avant, en termes de logement et de façon globale. Moi, je pense que les allocations familiales ne sont pas faites pour redistribuer entre les familles les ressources, ce sont les impôts sur le revenu, les impôts d'une façon générale. Et si vous voulez avoir une politique de logement social, ce que je défends, les caisses d'allocation familiale ne sont pas dans le coup. J'ai été, il y a quelques années, élu à l'urbanisme dans une ville de la région parisienne. Pendant le mandat, on a construit 4000 logements sociaux. Ça, c'est la puissance publique, territoriale, associée à des financements d'État, etc. Ça peut être une très grande politique, et on en a besoin. Mais transférer les ressources des caisses d'allocation familiale pour cette politique, c'est une impasse. Il n'y a pas les moyens pour faire ça. Et vous prélevez, finalement, vous diminuez les aides que doivent apporter les caisses d'allocation familiale. Voilà. Dit autrement, si vous pensez que la sécurité sociale va aussi prendre en charge une sorte de sécurité sociale du logement, eh bien, on va dans le mur. Voilà. Hendrik David, je te laisse répondre. Alors, j'ai pas dit ça, parce que quand je parle de 200 000 constructions, c'est pas à la sécurité sociale de les construire. Ça n'a jamais été mais en réalité, c'est déjà le cas. Enfin, c'est déjà le cas que la sécurité sociale prend en charge le logement, puisqu'il y a 15,6 milliards de prestations qui sont versées par la branche famille aux allocations au logement. Donc c'est déjà le cas. Moi, ce que je proposais juste, que comme c'est déjà le cas, et qu'il y a 3 types actuellement d'allocations, je ne peux pas rentrer dans le détail, et qu'il faudrait plutôt les fusionner pour qu'il n'y en ait qu'une seule, et qu'elle soit mieux pensée. Mais pour l'instant, c'est déjà le cas. Après, on peut aller se dire que il ne faut pas que la sécurité sociale et la branche de famille financent par le biais des APL, des aides au logement, etc. C'est ce que vous dites visiblement. Politique du logement social. Oui, et politique du logement social, personne ne propose que ce soit ce seul qui le fasse. Quand on dit 200 000 constructions de logement social, c'est pas la Sécu qui va le payer.
Par contre, la Sécu paye les loyers, en partie, par le biais des allocations. C'est juste pour préciser ça. Et elle le fait déjà. Personne ne propose de le faire plus, mais elle le fait déjà. Les allocations logement sont sur le budget de l'État. Oui, c'est Tout à fait. Non, oui, elle fait que Elle verse. C'est versé par les CAF, mais elles sont sur le budget de l'État. Elles sont Dans ce sorties- débat-là, puis je répondrai à cette Elles question. sont sorties du... Le problème, c'est que, moi je pense, d'abord en politique, on manque beaucoup de courage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un outil pour répartir les richesses, c'est l'impôt. C'est le seul. Un impôt juste, c'est comme ça qu'on répartit les richesses. Et comme on a peur de ce débat sur l'impôt, on se sert d'autres stratagèmes pour essayer non pas de les répartir les richesses, mais de compenser. C'est pour ça qu'on fait de la conditionnalité en revenu. Et c'est pas le but. Le problème, quand on individualise des prestations et qu'on les sélectionne, ça veut dire que on considère que la sécurité sociale doit jouer ce rôle d'amortisseur des inégalités sociales. Non, pas la fonction de la sécurité sociale. La sécurité sociale sécurise. Donc, c'est sa dimension universelle. Tout le monde touche la même chose. Et ça n'a pas vocation à effacer un certain nombre d'égalités. Ou alors, si on fait ce rôle à la sécurité sociale, c'est plus la même chose. Et si on veut vraiment répartir les richesses, eh ben, faut de l'impôt. De l'impôt, de l'impôt, de l'impôt. C'est ce que disait Marx. Hein. Pour tuer le capitalisme, il faut de l'impôt, de l'impôt, de l'impôt. Juste, bien sûr. Mais il faut de l'impôt pour mener des politiques du logement, pour mener une politique pour le public médicament. Je prends un exemple sur le débat sur le logement. On a le même sur la question de la santé. Et aujourd'hui, la Sécu peut rembourser. Et tant qu'on n'aura pas un engagement vis-à-vis des dépassements d'honoraires, tant qu'on n'aura pas un engagement vis-à-vis des laboratoires qui fabriquent des médicaments et qui les facturent après à la Sécu, je ne sais combien, ça fonctionnera pas, quoi. Enfin, la Sécu, on continuera à tirer dessus, mais ça réglera pas la question. Donc, je suis assez d'accord. Il faut une politique du logement, il faut une politique de la petite enfance, il faut une politique... Mais c'est pour ça que moi, quand je dis élargir le rôle de la sécurité sociale, il ne faut pas l'entendre en l'élargissant, en prenant plein d'autres trucs. Non. Qu'elle fasse mieux ce qu'elle est censée faire. Et qu'on lui donne les moyens de faire ce qu'elle est censée faire à l'origine. Et c'est sans dogmatisme. Mais je trouve que tel que ça a été pensé au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il faut revenir à ces principes. Et sur la branche famille, revenons à ces principes qui est de faire en sorte que quand on a des enfants et qu'on construit une famille, ça n'impute pas les budgets des familles, quel que soit son revenu. Voilà. Henriette Steinberg. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique de comment il faudrait prendre le sujet. En revanche, je vais vous dire de façon tout à fait directe qu'il y a des moments électoraux et qu'il faut se sortir de chez soi, il faut aller voter. Et je ne vous le dis pas parce que je pense que vous ne votez pas. Je vous le dis parce que vous avez une capacité d'échanger dans vos environnements sur les responsabilités des uns et des autres. Parce que quand on ne prend pas ses responsabilités, il ne faut pas pleurer après. Et nous, au Secours populaire, on en rencontre des wagons de gens qui disent « Ah oui », mais qui ont oublié d'aller s'inscrire sur les listes électorales, qui ont oublié, mais vraiment oublié. C'est-à-dire, ils n'ont pas compris qu'ils étaient concernés. À force de regarder son smartphone, on pense que tout se fait par le smartphone. On n'a pas encore trouvé le moyen de manger le smartphone. En dehors de cet aspect-là, tous les aspects de la vie quotidienne sont impactés par le fait de ne pas prendre la mesure concrète de ce qu'il est possible de faire et d'agir, et de ne pas déléguer à celui d'à côté. Chacun et chacune a une responsabilité directe. L'un des sujets du Secours populaire, c'est d'expliquer aux personnes qui viennent qu'on peut aller s'inscrire sur les listes électorales. Je ne vais pas dire que c'est parce que dans l'enseignement, l'instruction civique a disparu des programmes. Mais enfin, quand on mesure le nombre de questions auxquelles il nous faut répondre aujourd'hui au Secours populaire, on se dit que quelque part, il a dû manquer un certain nombre de strates. Nous n'avons pas l'ambition de répondre à tous ces aspects-là. Mais chaque fois que nous le pouvons,
Nous demandons à ceux qui se plaignent de ceci et de cela, est-ce que tu vas voter? Et on va dire 3 fois sur 4, ils nous regardent et ils disent, mais quel rapport? Il n'y a pas mystère. Donc, moi, je ne dis pas pour qui il faut voter, je dis qu'il faut s'inscrire sur les listes et considérer qu'à partir du moment où il y a des élections, on a le droit d'aller voter. Et moi, j'ajoute le devoir. C'est aussi la même chose dans les conseils d'école. C'est la même chose dans toutes les institutions qui existent, qui font que les personnes ne s'y intéressent pas. Mais si elles ne s'y intéressent pas, après, elles viennent dire, ben oui, mais alors comment on fait? Donc, il y a vraiment une question civique. Et si le Secours populaire le dit, c'est pas une question de morale. C'est parce qu'on se rend compte dans les personnes que nous rencontrons, France entière, que les personnes ne savent plus à quel sein se vouer. Ils ont oublié, elles ont oublié, qu'elles ont une capacité d'agir. Et elles ont d'autant plus oublié que les services publics ferment, disparaissent, quand ils ne ferment pas, c'est-à-dire mais où on va et chez qui on va. Et du coup, ils vont voir ceux qui sont vivants et à proximité. Donc nous, on fait ce qu'on peut, mais on ne peut pas compter sur le Secours populaire et ceux du monde associatif qui font le plus qu'ils puissent faire pour se substituer à l'ensemble des responsabilités, qui sont l'ensemble des responsabilités des personnes à partir du moment où ils et elles sont adultes. Et nous le voyons concrètement, parce que les personnes viennent nous rencontrer pour des raisons mais complètement diverses. Et d'une part, elles viennent nous rencontrer, mais nous allons les rencontrer. Pourquoi? Parce qu'on va dans les immeubles pour collecter, parce qu'on va sur les marchés pour collecter, parce qu'on va dans les manifestations pour collecter, et qu'on se rend compte, même dans les lieux où on se dit s'ils sont là, c'est qu'ils savent pourquoi ils y sont, que quand même, il y a une sacrée dimension de ce qu'ils semblent ne pas savoir, ou avoir oublié, ou n'avoir jamais appris. Donc nous, on n'a pas une opinion théorique sur la question. On pense qu'il faut que les gens se bougent, mais pour qu'ils se bougent, il faut qu'ils prennent les outils qui existent, et il faut qu'ils se parlent les uns aux autres, en ne pensant pas que l'autre, parce qu'il est ceci ou cela, forcément, c'est un ennemi ou un danger ou je ne sais quoi. C'est un challenge considérable. Mais l'idée selon laquelle il n'y a que certains et certaines qui peuvent s'en occuper, non. C'est chacun et chacune de ceux qui vivent dans notre pays, qu'ils soient des personnes de nationalité française qui peuvent voter, ou qu'ils soient des personnes qui sont venues du monde entier et qui ont choisi d'être là et qui ont capacité à y rester. Capacité, ça ne veut pas dire autorisation de. Ils ont capacité d'y rester parce qu'ils ont envie d'y rester et qu'ils travaillent dans ce pays. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle ou est-ce que vous souhaitez réagir ultérieurement? Quelque chose sur lequel je voudrais réagir, c'est la question de l'universalisation des prestations. Et je pense que c'est extrêmement important, alors que ce soit d'ailleurs prestations payées par l'impôt ou payées par la sécurité sociale, qu'on ait quelque chose qui soit vraiment universel. Et notamment parce que on a discuté beaucoup de ça entre les bourses et la question de l'allocation d'autonomie à l'Assemblée nationale. Et les macronistes nous disaient, oui, mais c'est complètement bête de donner de l'argent à des gens qui sont riches et dont les familles peuvent payer. Mais je pense qu'il y a deux problèmes. Alors sur l'allocation d'autonomie, c'est pas un bon raisonnement parce que les enfants peuvent vouloir être indépendants de leurs parents. Bon, ça c'est clair. Et surtout, je crois que c'est très important, si on veut que les gens continuent à payer les impôts et qu'il y ait un salaire brut avec des cotisations, c'est très important qu'il y ait des prestations et des choses qui soient universelles. Et les riches, moi je disais à la ministre qui répondait, mais je disais, mais c'est pas un problème, c'est-à-dire que les plus riches, si on fait une allocation d'autonomie, paieront beaucoup plus d'impôts, mais ils auront l'assurance que leurs enfants, ils auront cette allocation d'autonomie. Et en plus, ça crée de la solidarité, potentiellement, ça crée aussi de la solidarité intergénérationnelle entre les plus riches, entre partis,
entre plus riches, parce que fondamentalement, payer plus d'impôts quand on a 60 ans ou 70 ans, 60 ans, c'est pas très grave quand on est très riche. Et par contre, on est content que ses enfants puissent avoir une place à l'université et pas se soucier de ça, même quand on est riche, quand on est plus jeune. Bon, je suis pas clair, je suis fatigué. Mais je crois que cette question-là de l'universalisation, il faut qu'on en discute. C'est-à-dire que, et c'est la gauche qui est revenue sur l'universalisation. Oui. Et c'est un vrai problème. Parce que comment vous pouvez demander aux classes moyennes supérieures d'être solidaires et de continuer à faire des efforts et payer les impôts et plus d'impôts s'ils bénéficient de rien en retour? Et du coup, vous transformez leur effort d'impôt en charité. Et ça va pas du tout, ça. J'ai pas réussi à vous le démontrer avec mon exemple. Mais ça ne va pas du tout, cette affaire. Et je crois qu'il faut vraiment revenir sur, ne pas lâcher là-dessus, sur des prestations universelles. Et juste pour revenir sur les crèches, je sais pas, moi je comprends pas. On a des maternelles partout sur le territoire. Je ne comprends pas pourquoi on serait pas en capacité d'avoir des crèches publiques partout sur le territoire. Il y a un truc que je comprends pas. Alors je dis pas demain matin. Mais se donner ça comme objectif, ça me paraît pas fou. Enfin, je vois pas. On est au XXIe siècle. Je comprends pas en quoi ça serait impossible. Comme construire 200 000 logements sociaux alors qu'on en a construit 550 000 en 73. Pourquoi ça serait pas possible? Il y a un truc que je comprends pas. On est beaucoup plus pauvres. C'est quoi le récit là-dessus? Donc je crois qu'il faut pas accepter les éléments de langage de ceux qui depuis des années nous serinent sur on paye trop d'impôts, on n'a pas les moyens, l'État n'a pas les moyens. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les 80 milliards d'exonération de cotisations sociales, en face, vous avez 80 milliards qui ont été versés, même 100 milliards là, de dividendes aux actionnaires des grands groupes. Moi, je prends toujours, ça n'a rien à voir les deux chiffres, hein, mais c'est quand même des volumes d'argent qui se correspondent, donc c'est rigolo. Donc non, les moyens, on les a, parce qu'on produit, ça a été ce qui a été dit tout à l'heure dans la table ronde précédente, ce qui produit de la richesse dans ce pays, c'est les travailleurs, c'est notre travail, et il y a énormément de richesses qui sont produites, et il y a énormément de gens très très riches qui en accumulent énormément. Et je pense que c'est très important de ne pas lâcher là-dessus, de dire si, il y a les moyens d'aller récupérer de l'argent, et il y a les moyens quand même d'avoir des crèches dans de nombreux quartiers pour qu'on soit pas contraint de trouver, soit de renoncer au mode de garde, soit, enfin, je trouve qu'il y a un renoncement quand même sur lequel il faut se battre. Et c'est pareil sur les personnes qui sont à la rue. Enfin, comment c'est admissible de se retrouver avec des personnes à la rue aujourd'hui? On est 350. Mais c'est... Enfin, dans nos sociétés, ça devrait pas être possible. On n'est pas capable de construire des logements, on n'est pas capable de trouver des logements pour ces gens. Enfin, c'est juste pas possible. Donc c'est un monde qui est fou quand même. Donc quand on dit qu'on voudrait qu'il n'y ait plus personne à la rue, ce qu'avait dit Macron, bref, on a l'impression qu'on est de tout rêveurs, mais c'est les autres qui sont fous. On est au XXIe siècle, on est capable d'envoyer des riches sur la Lune, etc., mais on n'est pas fichu. De trouver, de mettre à l'abri une famille, etc. Enfin, voilà, donc je pense que c'est un petit coup de gueule, mais je voulais quand même qu'on se dise que maintenant c'est possible et c'est réaliste en réalité. Voilà. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a 2 questions. 3. 4. Madame. Bonjour, je vais peut-être un petit peu dépasser le cadre du thème de la discussion, mais je me dis, on a parlé de tous les types d'enfants, mais pas des enfants placés. Et moi, ce que je vois, c'est que les enfants placés, souvent, ont un sort qui est loin d'être enviable. Alors, je ne vais pas développer, il n'y a pas le temps. Puis, c'est peut-être pas le sujet de ce soir. Mais ce qui est sûr, c'est que beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils atteignent leur majorité, alors que certains, pas tous malheureusement, mais certains auraient bien voulu continuer à faire des études, y compris des études supérieures, se retrouvent à la rue. Et je crois que la protection des enfants doit également inclure les jeunes adultes, que sont les enfants placés, qui se retrouvent du jour au lendemain dans cette situation. Oui, bonsoir. Je suis membre aussi d'une association, enfin je travaille dans une association et j'ai travaillé toute ma carrière dans des associations. Donc c'est de ce point de vue-là aussi que je parle. Moi,
j'entends bien tout le débat sur les dimensions économiques et sur la question de la gestion. Mais il y a une des choses qui m'interroge aussi, c'est dans quelle mesure il n'y a pas un enjeu aujourd'hui, notamment sur la branche famille, et vous avez juste évoqué la question de l'alimentation et de la sécurité sociale de l'alimentation, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu aujourd'hui aussi à travailler sur la démocratisation de cette branche en particulier, comme des autres? Mais disons que moi, il me semble qu'aujourd'hui, c'est peut-être celle qui est la moins, qui l'est la moins, parce que celle qui concerne le travail, la retraite, il y a au moins des discussions, des représentations syndicales, etc. Est-ce que, enfin, aujourd'hui, j'aurais bien aimé vous entendre aussi sur cette dimension-là du problème qu'il y a dans les questions que vous avez abordées. Moi, pour rentabiliser le temps, mon temps, je pense ma question aussi, parce que Léo a fait part ce matin du non-recours aux prestations, et je me posais la question sur le bénéfice de cette branche, enfin l'excédent de cette branche, quel est le non-recours à la prestation, et vous, si jamais chez les publics que vous recevez, à quel niveau c'est juste insuffisant ou c'est où il n'y recourt pas? Pensez-vous que la majorité des gens en France font la différence entre la sécurité sociale et les autres sécurités sociales que sont la sécurité sociale de l'alimentation, la sécurité sociale du logement, la sécurité sociale de la formation professionnelle, Mais comment fait-on, comment font-ils pour faire la différence? Moi, je trouve que c'est un bon moyen de faire disparaître la genèse de la sécurité sociale. Mais on ne peut pas trouver d'autres mots que la sécurité sociale pour parler du logement, de l'alimentation. Enfin, je sais pas, moi, ça me gêne beaucoup, cet amalgame. Henriette Stenberg. Parce que c'est des valeurs positives, J'ai dit tout à l'heure de façon un peu brutale qu'il faut aller voter. Je vais vous redire la même chose. Il y a quand même un vrai problème. C'est pas simplement parce qu'on dit le mot sécurité sociale que ça rend le sujet du registre de la sécurité sociale. Si je vous dis là, vous ne voyez pas de lumière, nous sommes tous dans l'obscurité. Vous allez dire, dit n'importe quoi, il y a de la lumière. Ben là, c'est pareil. Pourquoi ceux qui sont aux commandes du pays utilisent ces termes? Parce que ça leur permet de masquer ce qu'ils font pas. Donc, ça veut dire qu'il faut être lucide, qu'il faut faire jouer ses propres droits et qu'il faut se bouger en restant pas devant son smartphone. Bravo. Je suis pas sûr d'avoir compris. Il y a une sécurité sociale, oui. Il y a différentes branches. Après, il y a un truc qui est assez compliqué, c'est qu'il y a une partie qui vient de la cotisation, une partie qui vient de l'impôt, il y a la partie de la gestion, etc. Donc c'est pour ça que les choses peuvent être confuses. Et après, il y a la volonté d'étendre la sécurité sociale à d'autres sphères que les branches initiales. Voilà, en gros, c'est ça. Donc on va rajouter alimentation. Logement, je pense que pour l'instant, ça peut-être certains l'ont dit, mais ça n'existe pas vraiment, il n'y a pas de sécurité sociale du logement, mais il y a une branche famille qui gère, mais ça vient j'ai bien compris que ça vient de l'impôt derrière, mais et pas de la cotisation, et donc je pense que ce qu'il faut, c'est pour ça que moi je vais repartir de Ambroise Croizat. En gros, le principe de la sécurité sociale, c'est de faire en sorte que, face aux aléas de la vie, en fait, on a une solidarité qui permette de répondre quand il y a un enfant qui arrive, quand on est âgé, voilà. Donc c'est ça, en fait, l'idée initiale. Par exemple, la question du chômage devrait être dans la sécurité sociale. Bon. C'est une sorte d'anomalie historique, cette affaire. Bon. Parce qu'elle est arrivée plus tard, elle a été fait paritaire, la sécurité sociale n'était pas au début, enfin bref, on va pas refaire l'histoire. Mais nous, il faut pas se prendre énormément la tête. On veut une sécurité sociale, et après, il faut réfléchir à comment elle est financée, et je pense que moi, c'est mieux si elle est financée par la cotisation, mais on a eu le débat tout à l'heure, il y a quand même des parties qui peuvent être financées par l'impôt, et à quel niveau, et voilà, enfin, c'était le débat tout à l'heure. Et après, c'est comment on répond aux besoins. Bon. Et en fait, le seul vrai débat, c'est quand est-ce que, normalement, si on est sur l'esprit vraiment de 45, à un moment, la sécurité sociale, c'est des cotisations et c'est géré par les travailleurs pour les travailleurs. Donc c'est indépendant de l'État.
Moi, je suis favorable à revenir à ça. Bon. Et quand est-ce que des besoins sont... On peut répondre aux besoins par ça, donc quelque chose qui devrait être à la terme indépendant de l'État, 100% contrôle démocratique, 100% géré par les travailleurs et les citoyens, etc. Et quand est-ce que les besoins, on y répond par l'impôt et par la puissance étatique. Voilà. Par exemple, en France, on a décidé que l'école, c'était l'État. Ça, c'est clair. Ça n'a jamais été la partie de l'école, c'est l'État. Donc, bon, ça, c'est un vrai débat de société, une vraie réflexion. Mais voilà, je pense que sinon, on est dans des débats. Il faut partir des besoins et de concrètement des politiques publiques qu'on veut mettre. Et après, bon, il y a des tuyaux dans différents sens. Mais c'est pas très... C'est ce qu'a dit tout à l'heure... c'est Michael Zemmour, je crois. Et je crois que c'est pas essentiel. Je suis d'accord avec ça. Yannick, une dernière question. Pour Yannick Monet. Ce que tu as dit sur l'allocation familiale, est-ce que la logique, c'est de dire il faut qu'il y ait une allocation universelle au premier enfant et la suppression du quotient familial? C'est ça la logique. Plus de quotient familial, on ne finance pas la politique familiale par l'impôt, on la finance par la cotisation. Et donc, il y a une allocation, dès le premier enfant, égale pour tout le monde, donc ce qui fait que chacun aura une réduction éventuellement de ce qu'il a comme impôt. Hein. Voilà. Est-ce que c'est ça la logique que tu mets en avant? Alors, c'est d'autant plus la logique qu'on a fait adopter un texte dans notre niche parlementaire sur l'allocation... l'allocation premier enfant. Au premier enfant. Voilà. Donc, oui, c'est ça la logique. C'est-à-dire que la sécurité... Alors, si on doit revenir vraiment à la base de la sécurité sociale, c'est pas tout couvrir. C'est pas ça la sécurité sociale. C'est couvrir quand on a une impossibilité d'avoir des revenus. Et donc, une rétribution à son travail. Mais c'est pas tout couvrir. C'est pour ça que sur la sécurité sociale alimentaire, je suis pas trop chaud patate, quoi. Mais il faut qu'on ait le débat après. Mais je voudrais répondre au monsieur là qui parlait de la gouvernance. On a proposé, alors moi le premier signataire, mais c'est un travail de groupe, on a proposé la constitutionnalisation de la sécurité sociale à travers ces 3 principes fondateurs. Le premier principe, c'est à chacun selon ses moyens en fonction de ses besoins. Deuxième principe, c'est la question du financement. Et je pense que c'est une question importante. Parce que quand on finance par la cotisation, c'est-à-dire sur la richesse produite, c'est pas la même chose que quand on finance par l'impôt. Parce que l'impôt, il est pris sur vos salaires, sur votre revenu. Tandis que quand c'est financé sur la valeur ajoutée, c'est pris sur la richesse produite. Donc c'est avant ce que gérait tout seul le patronat. Et ben maintenant on dit non, il y a une partie, c'est les salariés qui la gèrent. Et donc c'est pas la même chose que l'impôt. Parce que quand on finance par l'impôt, on paye 2 fois du coup. Forcément. Et donc le financement par la cotisation, ce qu'on veut mettre dans la Constitution, c'est principalement financé par la cotisation, parce qu'on n'est pas des dogmatiques, parce qu'on sait très bien que il faut revenir à plus de cotisations, qu'après on ait des partis qui soient financés par de la taxe sur, je sais pas, la santé, médecine du sport financée par une taxe sur les licences, je dis n'importe quoi, mais ouais, on peut se laisser, ou le tabac, avoir. Donc, financement par la cotisation, essentiellement. Et troisième principe, qui à mon avis est l'essentiel, c'est la question de la gouvernance. Et donc une gestion par le monde du travail, par ceux qui produisent cette richesse. Ça, c'est dès les années 60, on l'a enlevé avec les ordonnances Jeannet, où on a enlevé les élections des représentants du personnel. Enfin, et cette question de la gouvernance, elle est vraiment centrale. Et je pense que si on revenait à une gouvernance par le monde du travail, on n'aurait plus ces débats. Et y compris même sur la question de la redistribution que pourrait être la sécurité sociale. Non, c'est pas un système... voilà, on aurait moins ces débats parce qu'on comprendrait que c'est de la richesse qui appartient au monde du travail et qui décide d'en faire un système de solidarité unique au monde, d'ailleurs, qui est l'inverse du système assurantiel. On paye en fonction de ses moyens et on reçoit en fonction de ses moyens. Voilà. Et donc voilà, mais la gouvernance, c'est à mon avis le point central de la Sécu et c'est ce qu'on essaye de constitutionnaliser. On verra bien si on y arrive ou pas, pour répondre à la question. Une dernière réaction ou... Eh bien, je pense qu'on peut vous remercier pour votre participation à cette table ronde. Et donc rendez-vous demain à 9h30 ici même pour une première table ronde sur les modalités de financement de la sécurité sociale. Merci beaucoup à toutes et à tous et bonne soirée. Bonne soirée.